Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Cette semaine, l'actualité internationale a été dominée par le conflit au Moyen-Orient, avec des répercussions directes sur l'énergie, la sécurité régionale et les grands équilibres diplomatiques. Autour de ce noyau central, plusieurs États et institutions ont ajusté leurs positions, leurs dispositifs de défense et leurs réponses économiques. Les prix de l'énergie, les routes maritimes, les chaînes d'approvisionnement et plusieurs décisions publiques ont occupé une place importante dans différentes régions du monde. Voici le JT mondial de la semaine. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Aux États-Unis, l'exécutif a annoncé plusieurs mesures liées à l'énergie, avec une dérogation temporaire sur certaines sanctions pétrolières et la préparation d'un possible assouplissement du Jones Act pour faciliter les mouvements de carburant entre ports américains. La Maison-Blanche a aussi affirmé que la hausse récente des prix de l'énergie devait rester temporaire. Sur le plan intérieur, l'indice des prix à la consommation a progressé, tandis que le prix moyen de l'essence a nettement augmenté. Au Congrès, des sénateurs démocrates ont demandé des auditions sur la guerre avec l'Iran et des explications sur des frappes ayant causé des pertes civiles. L'administration Trump a également saisi la Cour suprême pour demander la fin du statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens. Enfin, un juge fédéral a bloqué les assignations émises dans l'enquête pénale visant Jérôme Powell, pendant que les offres d'emploi ont progressé et que la confiance des consommateurs a reculé. Concernant l'Amérique latine, En Amérique latine, l'énergie et la sécurité ont dominé plusieurs dossiers. En Argentine, Javier Milei a défendu la trajectoire économique du pays devant des investisseurs, tandis que Transportadora de Gas del Sur a annoncé un important investissement dans un projet lié à Vaca Muerta. Au Venezuela, Chevron et Shell se sont rapprochés de nouveaux accords de production pétrolière, pendant qu'une mission de l'ONU a indiqué que l'appareil répressif de l'État restait opérationnel après l'éviction de Nicolás Maduro. La Colombie et le Venezuela ont, de leur côté, convenu de réparer une section endommagée de leur gazoduc binational avant l'annulation d'une rencontre prévue entre Delcy Rodriguez et Gustavo Petro. En Équateur, Daniel Noboa a décrété un couvre-feu nocturne dans plusieurs provinces pour faciliter des opérations militaires contre des organisations criminelles. Enfin, à Cuba, les autorités ont confirmé l'ouverture de discussions avec Washington dans un contexte de fortes tensions économiques et énergétiques. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Dans l'Union européenne, Ursula von der Leyen a déclaré que l'Europe ne pouvait plus compter uniquement sur un système fondé sur des règles pour se protéger face aux menaces. La Commission a aussi demandé aux États-Unis d'appliquer strictement le plafonnement du prix du pétrole russe, tout en préparant des réponses aux tensions sur l'énergie, dont un possible plafonnement ou une subvention du prix du gaz. Plusieurs gouvernements européens ont parallèlement défendu le maintien du marché carbone, tandis que la Commission a envisagé des aides d'État pour les secteurs industriels fortement exposés au coût de l'électricité. Sur le volet défense, l'Union a annoncé de nouveaux partenariats avec l'Australie, l'Islande et le Ghana. Enfin, la Commission a confirmé son engagement dans l'accord de prêt à la Pologne au titre du programme SAF, tandis que la France a poursuivi des consultations avec des partenaires européens, asiatiques et du Golfe autour de la sécurité du détroit d'Ormuz. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? En Afrique, la sécurité a occupé une place importante, avec des attaques de groupes islamistes dans le nord-est du Nigeria, des informations sur une reprise possible des opérations de renseignement américaines au Mali et une opération de l'armée algérienne ayant visé des militants armés dans la province de Tébessa. Dans l'est de la RDC, des frappes de drones sur Goma ont fait plusieurs morts, dont un travailleur humanitaire français. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a autorisé le déploiement de militaires pour appuyer la lutte contre la criminalité, tandis que le pays a aussi intercepté des navires de pêche chinoise entrés sans autorisation dans ses eaux. Sur le plan économique, l'Égypte a fixé des prix maximaux pour le pain non subventionné, la Côte d'Ivoire a étudié une réforme de son système de commercialisation du cacao et le Sénégal a effectué d'importants paiements de dettes. Enfin, au Kenya, de fortes pluies et des inondations ont provoqué un lourd bilan humain. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Asie, les questions de défense, d'énergie et de régulation ont occupé le devant de la scène.
La Chine a annoncé une hausse de son budget militaire et a appelé à un cessez-le-feu rapide dans la région du Golfe. Pékin a aussi renforcé son cadrage sur certaines technologies et annoncé un système national de listes négatives pour limiter certaines subventions fiscales locales. En Asie du Sud-Est, l'Indonésie a conclu un accord avec l'Inde pour l'acquisition du système de missiles BrahMos et a prévu d'élargir sa coopération sécuritaire avec l'Australie, le Japon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les ministres de l'ASEAN ont également consacré plusieurs réunions à la crise au Moyen-Orient et à ses effets sur la région. Enfin, les acheteurs asiatiques de GNL ont intensifié leurs recherches de cargaison pendant que l'Inde a obtenu le passage de 2 méthaniers à travers le détroit d'Ormuz. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Au Moyen-Orient, les négociations autour de Gaza ont été interrompues après l'extension du conflit impliquant l'Iran. Les États-Unis et Israël ont mené des frappes particulièrement intenses contre l'Iran, tandis que Téhéran a menacé de maintenir fermé le détroit d'Ormuz et que Donald Trump a annoncé des frappes sur des cibles militaires situées sur l'île de Kharg. Dans le Golfe, le Qatar a dit vouloir renforcer son partenariat de défense avec les États-Unis, alors que les Émirats arabes unis ont appelé à l'arrêt des attaques iraniennes contre les pays voisins avant toute médiation. La sécurité régionale a aussi été marquée par des drones tombés près de l'aéroport de Dubaï, par des attaques contre des pétroliers et par une frappe sur une installation diplomatique américaine en Irak. Au Liban, Israël a étendu sa campagne militaire, frappé Beyrouth, détruit un pont sur le Litani, et diffuser des tracts menaçant d'une destruction à grande échelle si le Hezbollah n'était pas désarmé. Enfin, les agences de l'ONU ont signalé de lourds déplacements de population au Liban, et un responsable humanitaire onusien a demandé que les cargaisons humanitaires puissent traverser le détroit d'Ormuz. Cette semaine, le centre de gravité de l'actualité internationale s'est clairement déplacé vers le Moyen-Orient, avec des effets immédiats sur l'énergie, la sécurité et les équilibres diplomatiques. Dans le même temps, chaque grande région a connu ses propres ajustements politiques, économiques ou sécuritaires. C'était le JT Mondial S11.